Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. On va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. La semaine aura surtout été marquée par les nombreuses interventions de différents membres de banques centrales, beaucoup de membres de la BCE, dont Christine Lagarde elle-même, on va en reparler, et puis également certains membres de la Fed qui ont pour la plupart d'entre eux, repousser les anticipations du marché sur les premières baisses de taux, sur à la fois peut-être le calendrier, c'est-à-dire l'imminence de baisse de taux, et aussi sur la question du nombre de baisses de taux attendues par les marchés sur l'ensemble de l'année. Les membres des banques centrales, qui sont donc les mieux placés pour décider s'il faut ou pas baisser les taux, ça évidemment qu'il y aura des baisses de taux, mais à quand la première baisse de taux? Est-ce que c'est bien au mois de mars, comme le marché pour l'instant? Et est-ce qu'il y aura 5 à 6 baisses de taux, comme l'anticipe aussi bien pour la BCE que pour la Fed, les marchés? Ça, c'est un énorme point d'interrogation et un grand écart qui s'est un petit peu creusé cette semaine, même assez fortement creusé encore, avec, on le disait, des déclarations en tout cas du côté de la BCE, sans équivoque. Aucun membre de la BCE, à ce stade, ne laisse la porte ouverte à une première baisse de taux au mois de mars. On a plutôt des déclarations qui vont dans le sens d'une hausse de taux plus proche de la fin du premier semestre, voire début de l'été, donc peut-être juillet également, et des déclarations surtout encore une fois, qui sont adressées presque directement au marché. Christine Lagarde elle-même, donc un présidente de la BCE, a expliqué cette semaine que la position des marchés et les anticipations de marché sont telles qu'elles sont de nature à entraver potentiellement la lutte contre l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Et c'est ce qu'on écrit dans les podcasts depuis quelques semaines, c'est que les marchés, depuis maintenant 3 mois, sont partis dans une phase de détente des taux qui a été absolument massive. En gros, on avait, pour résumer, sur le taux 10 ans américain, un taux qui courant du mois d'octobre évolue à 5%, un peu au-delà de 5%, qui est tombé ensuite dans la zone des 3,8%. Et maintenant que certains membres de banques centrales commencent à hausser un petit peu le ton par rapport à cette anticipation, eh bien les taux sont un peu remontés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux qui se détendent, ça implique notamment du côté des États-Unis une transmission des mécaniques et des mécanismes assez rapides au marché du crédit. On a vu par exemple ces dernières semaines qu'après ces détentes de taux sur les taux longs américains, on avait également observé une détente, et ça on l'observe depuis déjà plusieurs mois mais maintenant, une détente des taux d'emprunt à 30 ans aux États-Unis. Et maintenant que depuis 2 à 3 semaines, les taux commencent à se retendre un petit peu, en tout cas repartent à la hausse, on voit que les taux de crédit se réajustent un petit peu à la hausse du côté des États-Unis. Et donc, quand Christine Lagarde, elle parle d'un risque d'entrave à la lutte contre l'inflation, c'est que si effectivement les conditions financières se détendent trop fortement, c'est-à-dire si les taux partent trop rapidement à la baisse, les taux courts, les taux longs, eh bien ça va se transmettre au niveau également des conditions de crédit, au niveau de la disponibilité du crédit, au niveau de la moindre cherté du crédit. Et le risque, eh bien, c'est de freiner, en fait. C'est pas de redéclencher une vague d'inflation. Ça, il y a très peu de signaux en amont, et même aucun à ce stade, qui nous inquiète sur une éventuelle deuxième bosse d'inflation. Que ce soit du côté de l'inflation importée, la Chine est carrément en déflation. C'est la plus longue période de déflation qu'elle ait connue depuis la fin des années 90. Donc, si inflation il y a, ça ne viendra pas de Chine. Sur la question du prix des matières premières, il n'y a pas de nouvelle flambée du prix des matières premières. Sur la question de l'activité également en zone euro, on voit qu'on est plutôt sur une activité qui ralentit, qui est même un peu récessive plutôt que l'inverse. Donc, on voit bien que la crainte n'est pas là, n'est pas qu'il y ait une réaccélération de l'inflation, mais la crainte de la Banque Centrale Européenne et peut-être un petit peu la crainte aussi du côté de la Fed, de la Fed qu'on peut peut-être commencer à apercevoir un peu, c'est que si les conditions financières se détendent trop rapidement, donc là, si les taux obligataires se détendent trop rapidement, eh bien c'est que cela freine le retour de l'inflation vers le 2% et qu'il faille donc laisser les taux en zone plutôt élevée, le fameux higher for longer, eh bien peut-être plus longtemps que prévu. Et ça, à un moment donné, ça peut commencer à impacter plus fortement l'économie. Donc ce que les banquiers centraux voudraient, c'est être absolument certain que lorsqu'ils commenceront à baisser les taux, on ait fait suffisamment de chemin vers le 2% pour pouvoir déclencher les premières baisses de taux, sans que ces premières baisses ne soient remises en question quelques mois plus tard, parce que l'inflation serait plus résiliente, plus tenace que prévu, et voire même si elle commençait à rebondir un petit peu, où là il faudrait commencer à ce moment-là à ajuster le niveau des taux, et évidemment les conséquences pour le marché seraient beaucoup plus préjudiciables. On l'a vu par le passé, hein, quand les erreurs monétaires sont commises, eh bien les conséquences marché sont très négatives, et les conséquences économiques aussi. Donc, dans cette situation, tout au long de la semaine, que ce soit Klaas Knot également, hein. Knot c'est un membre assez faucon, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt
pro-politique monétaire plutôt restrictive habituellement, Knott de la BCE, il dit en gros, il résume bien le sentiment qui règne, je pense, au sein de la BCE aujourd'hui, c'est que plus les marchés se détendent, donc plus les taux obligataires se détendent, et bien plus cela éloigne la perspective d'une baisse de taux du côté de la BCE. C'est en gros le message qui a été véhiculé cette semaine par l'ensemble des membres de la BCE qui ont eu l'occasion de s'exprimer. Et du côté de la Fed, on a également eu des déclarations de Waller notamment. Waller, ils n'ont pas été très nombreux à s'exprimer cette semaine du côté de la Fed, mais on a surveillé un peu Bostic ou Waller, qui sont ceux qui avaient pas mal parlé également ces dernières semaines. Waller, il dit quoi? Il dit que vu que l'économie américaine est résiliente, que le marché de l'emploi se maintient bien, et bien en gros que l'inflation revient graduellement, pour reprendre ces termes, vers 2%, et donc pas rapidement non plus vers 2%, qu'elle revient graduellement vers 2%, il explique qu'il n'y a pas de nécessité à ce stade, au niveau des baisses de taux, d'aller aussi vite et aussi fortement que par le passé. Donc voilà, on retrouve encore cette notion d'intervention progressive à venir des banques centrales pour baisser les taux, et pas aussi vite et pas aussi fortement que ce que le marché anticipe actuellement. Waller de la Fed, lui, il a réitéré la vue moyenne des membres de la Fed, qui était lors des projections de décembre communiquées au marché, c'était une vue de 3 baisses de taux, une anticipation de 3 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024, donc 3 baisses de taux de 25 points de base, ça fait 0,75%. Là où le marché, quand on regarde encore aujourd'hui la position des marchés, finalement les anticipations de marché, c'est toujours pour l'instant 6 baisses de taux de 25 points de base qui sont anticipées par les marchés. Donc on voit que ce grand écart se maintient entre la vue des membres du FOMC à ce stade et les anticipations de marché. Et là où il y a une espèce de grand écart qui se produit aussi, bien c'est sur en fait la réaction des marchés par rapport à ces déclarations. Quand on regarde depuis maintenant 3 semaines que ces déclarations se multiplient, aussi bien côté BCE que Fed, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a quand même eu un réajustement du marché obligataire, c'est-à-dire que les taux se sont redressés. En gros, le marché obligataire a écouté les banques centrales, a écouté les messages qui nous ont été envoyés, et les taux se sont un peu redressés. Donc les obligations sont pas reparties à la baisse, en signe que le marché obligataire a bien percuté sur le message envoyé par les banques centrales. Et donc, on pouvait se dire, et c'était moi l'argument que j'avais tenu depuis quelques semaines, de dire, attention, effectivement, on sentait qu'il y avait quand même un positionnement trop souple du marché obligataire, et que probablement les banquiers centraux allaient devoir changer un petit peu de tonalité pour redurcir un peu ses conditions financières. Et là-dessus, on ne s'est pas trompé sur la question des obligations. Effectivement, le marché obligataire, lui, a bien corrigé et les taux sont repartis à la hausse un petit peu. Mais en revanche, c'est le marché action qui, lui, n'a quasiment pas corrigé. Alors, ça, c'est surtout vrai pour la partie américaine. Pour la partie européenne, on a quand même une correction. Le CAC 40 est retombé là, il y a quelques jours dans une zone de 7000, entre 7002 et 7003. Donc, il est effacé à peu près un mois et demi de performance. Le CAC 40, donc, il y a quand même eu là un message qui a été reçu. Le DAX aussi a un petit peu corrigé. D'autres indices européens. Au Royaume-Uni, c'est pareil, le FTSE a également bien corrigé. La résilience des marchés actions, on l'observe surtout, et ça, c'est, j'allais dire presque une fois n'est pas coutume, surtout du côté des États-Unis, avec un indice qui est le plus, moi je trouve le plus surprenant en termes de résilience, c'est le Nasdaq. Toutes ces valeurs de croissance qui habituellement sont évidemment sensibles à ces questions de taux, à ces questions de rendement, eh bien là, n'ont quasiment pas bronché sur l'ensemble de ces déclarations, alors même que le marché obligataire se redressait, à la fois les taux courts et les taux longs, eh bien on a vu une absence quasi totale de réaction sur le Nasdaq. Peut-être une journée ou deux où ça a un petit peu parti à la baisse, et puis on l'a vu là cette semaine, là j'enregistre le podcast, il est 16h30, le Nasdaq est sur ses plus hauts historiques. Donc vous voyez, il a même battu un nouveau record. Donc on voit que ça n'imprègne pas au niveau du marché action. Donc il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de considérer que le marché action voit au-delà des messages de quelques semaines de la part des banques centrales, et considère que même si on retarde les baisses de taux, qu'elles n'interviennent pas en mars et qu'elles interviennent peut-être seulement au deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième, c'est quelques mois de décalage, c'est 2 à 3 mois de décalage, ce qui n'est pas la fin du monde. C'est peut-être ça la vision du marché action. L'autre vision qu'on peut avoir, c'est attention peut-être à la complaisance du côté des États-Unis, parce qu'on avait déjà indiqué ça, que les multiples de valorisation étaient quand même généreux désormais du côté américain. Le SP500, sur les multiples de valorisation, c'est-à-dire le ratio court-bénéfice sur les bénéfices anticipés à 12 mois, on est toujours proche des 20 fois les bénéfices, 19,5 pour être précis. 19,5, c'est la moyenne haute des valorisations observées, c'est même plus que la moyenne haute, on est même au-dessus de cette moyenne des valorisations observées en moyenne sur 10 ans sur le SP500. Donc ce sont des multiples qui ne sont pas faibles, on ne peut pas dire qu'ils soient
complètement exubérant non plus, mais il y a une forme de cherté actuelle du marché action américain et qui est donc qui tranche assez avec cette question des taux qui se redressent un petit peu, parce que oui, qu'on joue le scénario soft landing aux États-Unis, ça c'est assez compréhensible. On a des statistiques et on le voit tout au long de la semaine qui ont été plutôt résilientes encore une fois aux États-Unis. On va en parler un petit peu, on va en parler maintenant de cette résilience, mais oui, il y a une résilience qui peut expliquer le sentiment de soft landing qui persiste sur le marché, mais de l'autre côté, il y a aussi le risque qu'une économie qui reste résiliente, peut-être plus que nécessaire, enfin pas plus que nécessaire, mais plus que ce qu'elle devrait être par rapport au niveau de durcissement monétaire, et bien ça peut peut-être pousser la Fed aussi du coup à prolonger les effets de sa politique monétaire restrictive, à ne pas baisser les taux tout de suite, et puis du coup prolonger du coup des conditions restrictives. À un moment donné, ça peut faire flancher plus fortement l'économie. Et c'est peut-être ça qui est un peu sous-estimé par le marché, c'est que si effectivement il n'accepte pas l'idée que les taux puissent être baissés un peu plus longtemps, et que vous voyez, c'est peut-être que le marché a une vision un peu trop basculante du côté soft landing, en ignorant peut-être les risques des effets de hausse de taux prolongés sur une période de 3 à 6 mois supplémentaires, par exemple. Au moment où on le voit encore cette semaine, les statistiques sur la Chine restent encore assez faibles, et où en Europe, c'est pas très glorieux au niveau de la croissance économique en ce moment. On est plutôt en phase on flotte avec la récession en zone euro. Donc voilà, le marché action, lui en tout cas US, voit vraiment le verre à moitié plein, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, alors qu'en Europe, on est quand même plus mitigé au niveau du sentiment, et j'ai envie de dire que les marchés européens, bon, historiquement, ils ont toujours été moins chers que les marchés américains, ça c'est pas une surprise, mais price peut-être un peu plus les questions d'ordre macro, ralentissement macro, risque effectivement que les taux ne soient baissés que dans plusieurs mois et pas forcément à la fin du premier trimestre. Voilà, le marché européen semble un peu plus intégré toutes ces notions-là, alors que le marché américain affiche une résilience vraiment insolente. Alors, est-ce que le marché américain, c'est aussi un peu de réceptacle à l'aversion au risque sur l'Asie? C'est pas impossible, parce qu'on voit que les marchés chinois sont vraiment en train de poursuivre leur descente aux enfers. L'indice Hang Seng, donc des valeurs chinoises qui est coté à Hong Kong, dans lequel on retrouve cet indice toutes les grosses valeurs de la tech chinoise, notamment Alibaba, Tencent et d'autres, il n'a cessé de s'enfoncer cette semaine, malgré le fait qu'on ait eu un chiffre du PIB au-delà de 5% pour la Chine, communiqué 5,2%, mais c'était un peu en dessous du consensus, qui est à 5,3%. Les ventes au détail, on les a vues, restent très moyennes en termes de dynamique. On a même ralenti en progression annuelle entre décembre et novembre au niveau des ventes au détail. Enfin, on a ralenti, on a une progression moins forte donc, en décembre qu'en novembre en données annuelles. Donc, on voit que les données sur la Chine restent très moyennes, et en cette fin de semaine, il y a également des infos assez pas forcément très rassurante sur la Chine, où on apprend que le plus gros broker chinois, qui est donc une entreprise d'État, mais là, la plus grande maison de courtage chinoise, a décidé de suspendre pour une partie de ses clients la possibilité de vendre à découvert, et a également décidé d'augmenter les marges pour les clients institutionnels. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas quand tout va bien, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas quand les marchés se portent bien. On a vu ce genre de choses déjà arriver ailleurs, en Europe au moment de la crise de la dette par exemple en zone euro, ou aux États-Unis pendant la crise des subprimes, mais justement c'est des mesures un peu des mesures de contingence, c'est des mesures un peu d'urgence que l'on prend pour couper un peu le feu. Donc ça, on peut dire donc ça va rassurer les marchés, oui ou non, ça peut au contraire envoyer un message aussi de attention, ça commence vraiment à être l'hémorragie complète sur les marchés chinois, marché actions, et donc il faut commencer à agir directement sur le marché. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a également appris par des sources chinoises que via Reuters, donc, qui a communiqué ces informations-là, que plusieurs projets dans 12 provinces chinoises avaient été, en gros, que les autorités chinoises avaient demandé aux gouvernements locaux de cesser, d'arrêter ces projets en fait, ou de les reporter par crainte d'un dérapage de l'endettement, par crainte d'un défaut même, c'est le terme qui est employé. Donc voilà, vous voyez, la Chine envoie toujours ces nouvelles-là, du coup ça pèse aussi, ça pèse sur le luxe européen, ça pèse un peu sur les valeurs européennes, ce qui fait que les indices européens peuvent être un peu plus défensifs aussi que la partie américaine, mais on voit que dans ce contexte-là, si vous voulez, l'Europe, je la trouve, elle price bien les choses, les indices européens pricent plutôt bien les choses. Sur la partie américaine, est-ce que du coup les États-Unis font un peu office, c'est réceptacle un peu de valeur refuge, quand justement c'est un peu mou en Europe et carrément dangereux en Chine en ce moment sur les marchés? Est-ce que les États-Unis ne récupèrent pas aussi une partie des flux? Ça, c'est pas quelque chose d'impossible non plus, et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on arrive à tenir autant face à des taux qui restent quand même très élevés. Les taux courts américains, ils flirtent toujours avec les 5%, ils sont même sur les maturités plus courtes, encore au-delà de 5%. Donc vous voyez, on ne peut pas considérer qu'il y a un effet TINA ou quoi que ce soit aux États-Unis. L'effet TINA, c'est quand les rendements ne sont pas terribles, et puis on va chercher le rendement sur les marchés actions. Là, le rendement sur les obligations US, il est excellent, et enfin, il est très très bon, et donc il n'y a pas vraiment de raison particulière que les actions aussi poussent
poussent aussi fortement en ce moment, ou en tout cas battent des records comme ça, alors qu'on aurait plutôt, moi je trouve, un scénario propice à la consolidation, c'est-à-dire pas à des retournements violents de 20 ou 30%, plutôt des phases latérales où les marchés intègrent la question des rendements élevés en face, et donc avec des multiples en plus de valorisation qui sont assez élevés, j'aurais plutôt les bases pour consolider plutôt que s'envoler encore de 15 ou 20% sur les marchés américains dans les mois qui viennent. Donc moi, je plaide toujours pour ce genre de scénario. Je ne suis pas forcément très confiant sur le fait que le Nasdaq batte des records ou autre, même s'il les a battus. Donc je ne suis pas certain que ce soit des signaux de réaccélération supplémentaire. Je me demande si ce n'est pas plutôt sur des phases un petit peu de petite complaisance quand même à court terme sur les marchés américains par rapport à ce qu'on vient de décrire au niveau des taux, au niveau des multiples de valorisation. On voit quand même que les probabilités d'une baisse de taux en mars du côté de la Fed, elles sont un peu retombées. On est revenu dans la zone des 53-54%, alors que fin décembre, on était à 90% de proba. Les futurs sur les Fed Funds, donc, qui anticipent ces questions de taux, eh bien, fin décembre, ils anticipaient qu'il y aurait en gros 90% de chances d'avoir une baisse de taux en mars. Là, les messages des banquiers centraux ont commencé à un petit peu influencer le sentiment sur les probabilités. Mais justement, vous voyez ça qui est assez incroyable, c'est que même si les probabilités ont quand même pas mal diminué dans l'espace de quelques semaines en termes de baisse de taux pour le mois de mars, le marché action, lui, passe au travers de ça, comme si ça n'existait pas, et il ignore aussi le mouvement sur l'obligataire, ce qui est encore plus remarquable. Voilà, plus remarquable, donc on peut dire, soit c'est de la résilience, c'est tant mieux, c'est un très bon signe, et ça va continuer à monter, soit on voit ça de manière un peu prudente, où on se dit, attention, ça diverge quand même pas mal, les marchés sont chers aux États-Unis, et donc peut-être qu'il y a aussi un petit peu de complaisance. Moi, je pencherais plutôt un petit peu pour la deuxième hypothèse quand même, un peu de complaisance quand même, semble-t-il, sur la partie américaine. Au niveau de la volatilité sur les marchés actions, donc on le disait, elle reste faible. On a quand même eu une petite hausse de la volatilité cette semaine où on a refait une petite incursion au-delà de 15. Ça a été assez temporaire, mais au-delà de 15. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à 15, ce qui historiquement est un niveau de volatilité assez faible. On rappelle que les plus bas de volatilité, c'est plutôt dans la zone des 10-15 qu'on les trouve. C'est des zones historiquement assez faibles de volatilité. Et puis quand on parle de volatilité vraiment élevée, c'est au-delà de 50, vous voyez. Donc 10-15 de vol, c'est peu. Eh bien, en remontant à 15, c'est malgré tout le plus haut en termes de volatilité qu'on ait connu cette semaine pour le VIX depuis presque 2 mois et demi. Ce qui traduit aussi à quel point, depuis 2 mois, la volatilité des marchés est vraiment très très écrasée au niveau des marchés actions. Voilà pour le bilan de cette semaine. Ce qui nous attend la semaine prochaine, une semaine très intéressante et placée sous le signe des banques centrales. On aura lundi, alors lundi ça va toujours concerner la Chine, ça c'est intéressant, ça va être les flux directs, les flux d'investissement étrangers en Chine. Donc ça c'est un bon repère aussi de l'appétit des investisseurs pour les actifs chinois et pour l'investissement en Chine. Donc on suivra ça lundi. Mardi, décision surveillée comme toujours, même si jusqu'à présent il n'y a pas de surprise, décision attendue de la Banque du Japon qui va s'exprimer sur sa politique monétaire. Est-ce qu'elle parlera de quelque chose sur un ton un petit peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent? Est-ce qu'elle adaptera un petit peu sa politique monétaire aux données sur l'inflation? Est-ce qu'elle la rendra un poil moins accommodante? C'est tout l'enjeu de cette réunion, on le verra, parce qu'elle reste encore très très accommodante à la Banque du Japon. On aura également la confiance des consommateurs en zone euro, ce sera mardi. Mercredi, là on va commencer à entrer vraiment dans le vif du sujet, avec les indices d'activité en zone euro, les fameux PMI. Secteur manufacturier, secteur des services et puis le composite donc. Et c'est les premières estimations, c'est les premiers chiffres, c'est les chiffres flash, donc c'est les plus importants. On sait qu'il y a une deuxième révision ensuite, enfin une révision qui arrive ensuite, quelques jours plus tard. Mais ce qu'on regarde toujours, c'est la première mouture qui donne vraiment le premier sentiment. Et on rappelle, ce sont des indicateurs avancés, ce sont des enquêtes auprès des directeurs d'achat, des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment les indicateurs les plus avancés qu'on ait sur l'activité en zone euro. Donc à regarder de très très près, ce sera mercredi. On aura les mêmes PMI pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis également toute la journée de mercredi, donc une belle journée indice d'activité, sans oublier la décision de la Banque du Canada, qu'on se met toujours aussi un peu parfois comme un proxy par rapport à la Fed. Donc voilà, Canada, États-Unis par rapport à leurs économies respectives, on se surveille aussi la Banque du Canada un petit peu de ce côté-là. Jeudi, réunion et décision de la Banque Centrale Européenne, on la suivra évidemment en direct. On aura également les chiffres du PIB américain, première estimation pour le 4e trimestre, on verra si c'était un bon PIB. Les estimations à ce stade, c'est 2,4, 2,5, selon les différentes Fed régionales qui publient leurs estimations. Donc voilà, on attend un PIB aux alentours de 2,5% pour le 4e trimestre aux États-Unis. On aura donc ce chiffre jeudi. Les commandes de biens durables également sont attendues jeudi aux États-Unis. L'indice IFO également, le climat des affaires en Allemagne, ce sera jeudi. Et puis on finira la semaine par une donnée très 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 attendue et très surveillée par la Fed, le chiffre d'inflation PCE. Ce n'est pas la mesure IPC, c'est l'autre mesure, celle que la Fed surveille plus particulièrement. L'inflation PCE sera donc communiquée vendredi
après-midi, donc début d'après-midi. Ce sera la dernière grosse stat de la semaine prochaine. À tous, un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.